Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis là pour te parler de la raison de ma grande absence de printemps et de mon absence des dernières semaines. J'étais occupé, j'ai fait ce que j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde a fait sur YouTube cette année, mais je n'étais pas au courant. Je suis parti fin avril, début mai, pour la première fois, au Japon. J'ai décidé, tout simplement, de te parler des choses les plus surprenantes que j'ai vues. C'est un ensemble d'éléments, un ensemble de points, peut-être une quinzaine, une vingtaine de points, que j'ai notés directement dans l'avion de retour du Japon, pour que ce soit quelque chose d'un peu frais. J'ai mes notes. Pour une des premières fois sur cette chaîne, je n'ai pas noté l'intégralité de ce que je vais vous dire, parce que je vais un peu réinterpréter ces notes, réinterpréter ces différents points que j'ai notés. Premier point, le soleil. Voilà, c'est le pays du soleil levant, et au Japon, le soleil, il se lève très tôt. Bah, il se couche très tôt aussi. C'est-à-dire que le soleil, il se lève à 4h40 du matin, et il se couche vers 17h30, 18h. Donc golden hour, 17h30, 18h30, meilleur moment pour les photos, c'est top, parce que bon, on n'est pas trop fatigué. Alors qu'au même moment, en France, bah, le soleil, il se levait à 6h20, et il se couchait à 21h10. Et ça m'a permis aussi de comprendre quelque chose, c'est que les Japonais, dès le coucher du soleil, bah ils sont dans les bars, entre collègues, ou ils sont dans les bars. Mais ce qui fait aussi que le japonais bourré qu'on a vu sur plein de photos sur Internet, en fait, c'est pas des mecs qu'on retrouve à 8h du matin, bourrés dans la rue. Non, c'est des mecs qui sont en sortie de boîte à 3-4 heures, ils sont couchés dehors, le soleil il est levé, donc ça donne l'impression d'une certaine déchéance. Mais moi, je vous avoue que j'en ai pas croisé dans aucune des villes que j'ai fait, donc pas une grande surprise. En tout cas, premier point, le soleil se lève beaucoup trop tôt au Japon. Deuxième point qui m'a énormément surpris, tout Japon suit un process qui est sans doute fait pour que les choses se passent le mieux possible et soient les plus agréables possibles pour les usagers. Ça implique entre autres que quasiment toutes les fonctions de relation avec le public ont un uniforme, énormément d'uniformes au Japon, et puis surtout, ils font un truc que nous on fait une fois dans notre vie quand on passe le permis, c'est suraccentuer les vérifications. Un peu comme tu passes le permis, hop, tu montres bien que tu regardes dans ton angle mort. Alors qu'après, normalement, tu jettes un coup d'œil, c'est bon, c'est vu, tu vois, t'as pas besoin. Au Japon, il y a des personnes, principalement dans les transports, qui montrent du doigt, alors qu'il n'y a personne pour les regarder, qui montrent du doigt chaque élément qu'ils doivent vérifier. Donc j'ai eu, à un moment, dans une sorte de funiculaire, un mec qui était en charge, qui était le conducteur et qui se chargeait d'ouvrir et de fermer les portes avec un bouton sur le côté, qui faisait les vérifications et qui montrait, avec le doigt, avant chaque démarrage, il montrait chacun des cadrans, il montrait les deux rétroviseurs, il montrait la porte pour montrer qu'elle était bien fermée, et après il démarrait. Et il a fait ça, dans le même ordre, et avec le même timing, à chacune des stations. Donc point de surprise, au Japon, on fait du process, on fait pas efficace. La réflexion, c'est pas l'efficacité, vraiment. Ça prend un temps de dingue, mais ça suit la procédure. La politesse, avant tout. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que je suis français, et c'est peut-être même parce que je vis à Paris, mais la politesse japonaise, ça m'a surpris. Pas choqué, mais ça m'a surpris. Agréablement, mais ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'ils vivent dans l'harmonie, hein, je l'ai déjà dit. Le but final du japonais et de la société japonaise, c'est l'harmonie. Il faut embêter le moins de gens possible, et la meilleure façon d'être dans un environnement harmonieux, c'est d'être poli. Et donc c'est super agréable. Mais ça fait que tu entends toujours les mêmes mots, ou les mêmes phrases. Alors, les choses que tu entends le plus, c'est Arigatou gozaimasu ou Arigatou gozaimashita, ça veut dire merci. Voilà. Les deux, en fait, c'est juste que Arigatou gozaimasu, c'est pour dire merci maintenant, enfin de ce que tu es en train de faire. Et Arigatou gozaimashita, c'est pour dire que c'est terminé. En fait, voilà, c'est merci pour ce que tu as fait. J'ai fait des musées où j'y allais enfin je sortais vers 16h30, 17h au moment de la fermeture du musée, et l'intégralité des employés
de tout le musée, dans chacune des salles, au niveau des portes, au niveau de l'accueil, au niveau de la porte de sortie du parc autour du bâtiment, où l'intégralité des gens m'ont dit Arigato gozaimasu. Voilà, pour me dire qu'ils étaient contents que je sois là. Alors, très agréable, mais un peu répétitif. Alors du coup aussi, hein, je précise, apprenez à bien prononcer quelques mots. Moi je ne parle absolument pas japonais, j'ai juste essayé de bosser un peu arigato gozaimasu, itadakimasu pour dire bon appétit, mais voilà. En tout cas, les formules de politesse, très important, très agréable, n'hésitez pas à les bosser si jamais vous avez prévu d'aller au Japon. Alors quatrième point, qui est la phrase un peu d'accroche, un peu marketing du Japon, qui est entre tradition et modernité. Et comment dire? Bah non, hein. Mon avis, le Japon, c'est pas entre tradition et modernité, hein. Enfin, c'est entre tradition millénaire, ça on est d'accord, et c'est entre et modernité d'il y a entre 30 et 50 ans, quoi. C'est la modernité des années 70, hein, globalement, le Japon, donc c'est pas, on n'est pas totalement au 21e siècle. Alors oui, ils ont des éléments de tech, oui, ils ont des SAP qui correspondent à notre époque, n'empêche que toute l'organisation des personnes, toute l'organisation des commerces, et l'architecture en général, bon, on est sur les années 70. Parce qu'il y a un truc au Japon, c'est qu'on ne rénove pas. C'est-à-dire que ton bâtiment il est vieux, tu ne vas pas le rénover, tu ne vas pas le mettre au goût du jour. Tu l'as acheté, bah, je pense qu'ils ont fait des grands plans de construction dans les années 70-80, ils ont acheté, ils ont fait leur bâtiment dans les années 70-80, ils n'ont jamais eu l'idée de rénover. Ils entretiennent. Tout est propre, tout est clean. Sauf quand on va dans les trucs un peu plus artisanaux, les petites boutiques. Mais globalement, c'est propre, c'est clean, mais c'est vieux. Et puis ils rénovent tellement pas qu'ils atteignent normalement un stade où ça devient tellement vieux, mais pas historique, qu'en fait juste ils détruisent et ils refont un nouveau bâtiment. Moi j'ai eu le problème avec un hôtel, j'avais eu une adresse qui était sortie, et je suis arrivé devant un terrain vague. Alors que l'hôtel, bon bah voilà, c'était pas un hôtel hyper moderne, il avait sans doute été construit dans les années 80-90, mais il devait être trop vieux pour eux, ils l'ont rasé, et donc dans cette chaîne d'hôtels, bah, le nouvel hôtel qui correspondait, qui avait quasiment le même nom, et bah il était 2 rues plus loin, et c'était un nouveau bâtiment, mais qui faisait quand même un peu vieillot, parce que c'est un peu à l'ancienne, et c'est aussi un effet qui est issu de la normalisation des chambres, parce que globalement, tous les hôtels que j'ai fait, sauf les hôtels traditionnels, c'était la chambre était la même, avec les mêmes salles de bain préfabriquées, avec la même organisation des lits, des bureaux, tout. Tu dois avoir 3 modèles différents au Japon, j'imagine. Cinquième point qui m'a surpris, alors on s'en rend peut-être pas compte comme ça à la caméra, et parce que bon bah vous me voyez pas en hauteur, mais je suis un peu grand. Moi, je suis quasiment 1m90, on va dire que j'ai 1m90, et bah au Japon, c'est trop grand. Alors hyper pratique, hein, quand il s'agit de faire des photos, j'adore faire des photos. Quand il s'agit de faire des photos, alors même quand il y a de la foule, c'est bien parce que t'es globalement au-dessus des gens, donc c'est plutôt pratique, mais bah c'est pas adapté quoi. C'est pas adapté dans le sens où j'avais des lavabos des fois qui m'arrivaient à mi-cuisse, dans le sens où dans certains couloirs, les panneaux sortie de secours m'arrivaient à mi-visage, donc pareil, hein, si j'ai la motivation, j'ai pris ça en photo avec mon téléphone, ça fait un selfie exceptionnel, je vous le partagerai. Donc c'est pas hyper pratique, et puis au niveau des vêtements, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi je fais du L, XL. Comment dire que même dans des grands magasins, la taille n'existe pas? C'est-à-dire j'ai vu des vêtements stylés, j'étais en mode trop bien, je veux ça. Nous n'en avons pas. Genre Uniqlo Ginza. Je crois que c'est peut-être le plus grand Uniqlo qui existe. Dans tous les trucs un peu stylés, pas juste j'ai une chemise à porter avec mon costume parce que je suis un salaryman, bah ma taille n'existait pas quoi. Donc chiant. Sixième point, bah, la nourriture. La nourriture évidemment. Évidemment la nourriture on ne peut pas passer à côté globalement au Japon. C'est bon, c'est pas cher. Contractuellement ça correspond aux photos qu'on voit dans les trucs. Après particularité, bah, ce qui fait aussi que c'est bon et que c'est pas cher, c'est que c'est ultra spécialisé. Tu rentres dans un restaurant, tu sais que tu ne vas manger qu'un plat.
Il y a pas ce côté français où tu pars avec des potes qui ont des goûts différents. Genre, il y en a un, il aime pas le poisson, l'autre, il aime pas la viande, voire il mange pas de viande. Il y en a un, il aime un truc spécifique. Potentiellement, tu peux tomber sur une brasserie où t'as de tout. Bon, alors, brasserie, peut-être pas le bon exemple pour les végétariens, mais tu peux trouver des restaurants qui font un peu de tout. Au Japon, non, tu ne trouves des restaurants qui ne font qu'un seul type de choses. Mais c'est très bon, et c'est pas cher. Et un point particulier, euh, parce que Japon, parce que nourriture, les sushis. Bah, les sushis, c'est super bon. Et les sushis, c'est vraiment pas très cher par rapport à chez nous. Après, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec les youtubeurs et toute personne que vous avez dû rencontrer qui rentrait du Japon, qui vous dit les sushis sont vraiment meilleurs au Japon par rapport à ceux qu'on a en France. Et ma réponse est que, effectivement, c'est très bon, mais ça se compare pas. C'est juste pas le même plat. Parce qu'il n'y a aucun élément du sushi japonais qui a le même goût et qui est préparé de la même façon que le sushi français. Donc tu peux tout à fait aimer les sushis que tu vois en France, et tu peux tout à fait aimer les sushis qui sont au Japon, mais à mon sens, ça n'a pas vraiment lieu de comparer. C'est un peu comme si tu voulais comparer le pain en France versus le pain au Japon. Bah, tu prends une baguette en France et tu prends une baguette au Japon, il vaut mieux psychologiquement considérer que c'est pas le même plat, que par hasard ils ont le même nom et la même apparence, mais que c'est pas la même chose, parce que c'est peut-être bon, ça ressemble peut-être un peu à une brioche, c'est un peu plus mou, un peu plus humide, c'est bon, mais c'est pas la même chose. Et si tu le juges comme une baguette française, un peu croquante, un peu croustillante, le plaisir, bah c'est dégueu quoi. Mais bon, il faut partir du principe que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas la même façon de travailler, donc kiffez où vous êtes, kiffez dans le pays dans lequel vous êtes, mais ne comparez pas. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'en profite, petite mention. J'étais une sorte de fête du gyoza, avec des musiciens, avec des chapeaux de gyoza, et il y avait évidemment des stands, genre un petit Matsuri, il y avait des stands de bouffe. Les gyoza, c'est le plat sur lequel j'ai senti le plus de différence. C'est le plat où je me suis pris la plus grosse claque de ma tête. Sur des gyoza, je crois, miso, c'était pépite, c'était excellent. Voilà, c'est mon point. Les sushis, c'était bien. Les gyoza, c'était au-dessus, quoi. Septième point, les queues, les files d'attente. C'est une passion au Japon. Tu peux passer des heures à attendre dans une queue. Et alors, il y a un truc en plus qui est fou, c'est que tu peux te dire, voilà, bon, t'es dans un restaurant, tu fais la queue devant, tu fais la queue dedans, quand t'as fini la queue, tu sais que tu vas t'asseoir et que tu vas pouvoir manger. Bon point, c'est une évaluation intéressante. Il existe quelque chose de très différent des restaurants, ça s'appelle les magasins. Dans un magasin, tu peux faire la queue à l'extérieur pendant, disons, 30-40 minutes, et tu peux faire la queue à l'intérieur pendant, disons, 40 minutes, 1 heure. J'ai fait à un moment un Pokémon Store, j'ai attendu devant, et il y avait tellement de queue à l'intérieur que ça ne servait à rien de se déplacer entre les rayons pour voir le produit qui allait vous intéresser, parce que globalement, l'intégralité du magasin était parcourue par une file d'attente qui allait jusque dans les caisses. Parce que globalement, si c'est bien, les Japonais, ils y vont tous. Et ils vont attendre. Et ça leur pose zéro souci. En tant qu'Européen, c'est un peu bizarre. Potentiellement, c'est même un peu chiant. Mais il faut se dire que c'est culturel, donc il faut le prendre comme ça, et go quoi. Point 8, j'en ai parlé un peu, le style, les outfits, la sape. Bon, on se rend compte que moi je suis un peu traditionnel. Au Japon, globalement, chez les jeunes, ils sont stylés. Enfin, tous les jeunes qui sont pas en salaryman. Ou alors vous trouvez les costumes stylés, moi personnellement je trouve que les costumes c'est stylé. Mais de façon générale, les jeunes au Japon, ils sont stylés. Et il y a deux, deux, deux types de styles qui m'ont particulièrement marqué. L'oversize. Ils mettent des tenues, elles sont tellement grandes pour eux. Genre ils peuvent tenir à 12. C'est-à-dire, je l'ai dit, hein, ils font leur mètre 60 là, ils sont comme ça, ils mettent des vêtements, moi dedans, je flotte. Voilà, clairement. Et l'autre style, un truc qu'on voit très rarement, enfin que je vois quasiment jamais en France, les matching outfits. Genre un groupe de 5 potes de mecs ou meufs
ils ont la même tenue. Ou, surtout les couples, en vrai, surtout les couples, ils sont habillés pareil. Genre, c'est des gens à Disney qui ont les oreilles de Minnie, tu vois. Genre, tu vois un groupe de gens avec tous les mêmes oreilles de Minnie ou de Mickey. Bah là, non. Ils ont tous, genre, les mêmes chaussures, les mêmes jeans, même sweat, tout. Ils sont matching, quoi. Point numéro 9, à quel point les Japonais, ils nous kiffent, nous, la France, parce que le franc-poney, mais c'est partout, parce que, en fait, le français, ça doit faire chic. Du coup, ils ont décidé d'en mettre absolument partout. Et globalement, ça ne veut rien dire. Ils abusent de fou, en fait. Je vais vous mettre des exemples. Pareil, c'est bon, je vais chercher dans mon téléphone, je vais vous sortir des exemples de franc-poney. Ça n'a aucun sens de mettre ça là-bas. Mais bon, bah, c'est français, c'est stylé. Donc, on le prend comme un compliment, on rigole un peu quand on est devant, et on kiffe parce qu'on est en voyage au Japon. Faut le prendre comme un compliment, globalement, parce qu'il faut pas chercher le sens. Point 10, c'est photogénique. Voilà. Le Japon, globalement, c'est photogénique. Alors, il y a plein de monuments exceptionnels, il y a plein de temples, il y a plein de sanctuaires. Ok. La ville, la nuit, enfin le soir, la nuit, ou quand il a plu, la ville, avec toutes les illuminations, tous leurs panneaux dans tous les sens, un truc hyper vivant, hyper photogénique. Et puis en journée, petite lumière douce, pareil, coucher de soleil aussi. Dès que t'es un peu dans la nature, dès que t'es sur les trucs un peu traditionnels, pareil. C'est une dinguerie. Tout est beau. Bon alors, après, il va falloir trouver les petits angles qui vont bien, histoire que vous fassiez des trucs jolis, parce que on est des millions à y aller chaque année. Donc si tu prends la même photo que t'as vue dans le magazine de voyage, la même photo que t'as vue sur Instagram, bon, globalement, pourquoi t'as pris la photo? Il valait mieux kiffer le moment, mais sinon, stylé, c'est photogénique. 11e point, un truc qui m'a choqué hyper positivement, c'est que c'est super simple de communiquer avec les Japonais. Alors on nous saoule partout en mode ouais, les Japonais, ils parlent pas anglais. Alors globalement, c'est vrai. Il y en a quand même beaucoup plus qu'on le pense, qui ont quelques bases d'anglais. Mais globalement, ils parlent pas anglais. Sauf que, comme j'ai dit, ils sont polis, ils sont patients, ils cherchent l'harmonie. T'as besoin d'aide, t'as besoin de quelque chose. Tu prends le temps d'aller voir les gens. Si tu parles japonais, je pense que c'est juste gagné, tu auras forcément la réponse à ta question. Si tu ne parles pas japonais, ces personnes ont la politesse et la patience absolue qui te permet de communiquer avec eux via une application de traduction. Ça peut prendre un petit temps, mais tu peux faire ça pour avoir des instructions. Et moi, j'ai fait une soirée avec des salaryman dans un izakaya. C'était une dinguerie. Et on ne communiquait que via Google Trad. Et c'était très drôle quand même. 12e point, le cash. C'est le pays du cash. Tu ne payes que en cash. Tu te balades avec voilà les liasses en plus. Hein. Et globalement, le paiement par carte, le sans contact, ils connaissent. Hein. La preuve, c'est que les cartes de transport... Attendez, je vais en chercher une. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Bon voilà, ça, hop, je sais pas si ça va faire le point dessus, c'est une Icoca. C'est une carte de transport avec un platypus dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un platypus. Les cartes de transport comme ça, c'est valable dans toutes les villes du Japon. Tu les recharges sur des bornes, tu mets tes liasses de cash dedans, tu recharges tes yens dessus. Ça, c'est une carte bancaire. Parce que faut savoir que les transports au Japon, c'est le bordel. Il y a 1000 compagnies. Ce qui fait que ça, c'est une carte de transport, et juste, tu badges à l'entrée, tu badges à la sortie, et ça te dit, bon bah voilà, tu viens de payer 3 balles pour prendre ton métro, ton tram ou ton truc. Voilà. Donc ça sert tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est l'ultime moyen de paiement au Japon. Et ça peut te servir à payer, genre dans des distributeurs automatiques. Donc, c'est une carte bancaire. Qui fait transport, et c'est une carte bancaire. Donc ils savent faire. Sauf que, bah globalement, ils font pas. Ça paye en pièces, ça paye en billets, bah surtout en billets, parce que les pièces au Japon, bon bah ça va jusqu'à 500 yens, 500 yens c'est quoi? C'est 3,50 €. Enfin c'était 3,50 € quand j'y suis allé, ça a peut-être encore dû baisser, donc t'as vite besoin de tes billets quoi. Et globalement, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai enquêté, je me dis, vous avez la tech, vous savez faire. Pourquoi
pourquoi vous vous baladez avec les liasses, quoi? Et je suis allé demander. Et j'ai eu la réponse dans une galerie commerçante d'Osaka. J'ai discuté avec enfin j'ai échangé avec une dame qui tenait une boutique de pâtisserie, et c'était précisé no CB, quoi. Only cash, bon bref, elle l'avait mis en plus dans différentes langues, parce que bon, bah, il y a les touristes, donc il faut qu'ils comprennent. Et je lui ai demandé, bah, il n'y avait pas trop de monde, donc je lui ai demandé, mais pourquoi que en cash? Et il y a un truc, ça s'appelle les commissions. C'est-à-dire qu'en France, avec une carte bleue, bah quand tu payes sur sur une borne de paiement, bah ça te coûte, enfin il y a 0,2, 0,3%, je crois, peut-être 0,5% qui sont versés à la banque. C'est les frais d'opération. Au Japon, bah c'est 3 à 5%. Sauf que le fait que toi tu viennes acheter avec ta carte, bah ça te coûte pas plus cher, on te fait pas payer 5% plus cher, mais c'est que tu payes en carte. Donc c'est-à-dire que le coût, c'est juste de la marge en moins pour les commerçants, et comme j'ai dit, il y a plein de trucs, c'est pas cher. Je pense qu'ils se font pas des marges de fou. Ils doivent sans doute gagner de l'argent sur le volume qu'ils arrivent à faire. Donc si ils perdent 5% de bénéf, 5% de leur chiffre d'affaires, enfin de bénéf en moins, je pense que c'est juste pas possible économiquement. Donc, ils tournent en cash. 13e point, c'est toujours fermé. Tout est toujours fermé. Alors, déjà, ils commencent pas forcément à travailler hyper tôt dans les trucs qui ouvrent, même touristiques. Ils finissent pas de travailler hyper tard en dehors des bars et des restos, mais tu veux faire des visites à 16-17 heures, bah c'est mort en fait, hein, c'est fini, ça s'arrête. Et puis, des fois, euh, c'est censé être ouvert, sur internet c'est dit que c'est ouvert, sur la vitrine c'est dit qu'il est ouvert, et en fait c'est pas ouvert parce qu'il avait la flemme. Voilà. Parce que le mec c'est le spécialiste de je sais pas, il fait des norennes, il fait du tissu, ou alors le mec il fait de la bouffe, et aujourd'hui bah il avait décidé, il ouvrait pas. Bon bah du coup il ouvre pas. Et toi, bah, tu te démerdes. Point numéro 15, les chiens. Les chiens, c'est des rois. J'ai vu des chiens, ils marchaient pas. Genre, j'ai vu un chien, il était déposé au sol, le temps d'uriner, avant d'être reporté et d'être remis dans une poussette. Voilà. Ils ont des vêtements, des fois. Ils ont bah, des poussettes, enfin des carrosses pour eux. Ils ont des fois des couches et du PQ. Voilà. J'ai vu de mes yeux, hein, comme ça, là. J'ai vu des gens avec petit papier humidifié là, nettoyer le chien. Donc ouais, les chiens ils sont grave confort. Après je pense que c'est peut-être parce qu'il y a un manque d'enfants et du coup il y en a qui au lieu d'avoir un enfant qui ont un chien et qui mettent un peu tout leur budget, tout leur amour sur le canidé quoi. Mais ça a l'air confort comme vie. Un peu assisté, un peu aristocratique hein, la vie de chien au Japon, mais confort. 16e point, euh, les boutiques dans les étages et dans les sous-sols. C'est-à-dire que nous, bon, on est d'accord, on se balade, hop, tu vois la boutique, vitrine, t'as envie d'y aller, tu rentres pas. Bon. Au Japon, les fameux trucs qui te font des barres lumineuses le long des immeubles, qui c'est hyper beau la nuit, en fait, c'est juste des panneaux pour annoncer bah, ce qu'il y a dans tous les étages. Parce que t'arrives, tu dis, bon bah voilà, moi je veux manger, je vois, des sushis. Tu regardes ton restaurant de sushis, il y a son petit logo, c'est marqué 5F, bon bah il est au 5e étage. Des fois tu dis, ah bah tiens, je ferais bien un petit barbecue, c'est marqué B3, bon bah c'est au 3e sous-sol. Et alors il y a plein d'immeubles, bah c'est que ça, c'est des commerces mais dans les étages. Donc ils font de la vie verticale, en plus de la faire en horizontal comme nous on fait, eux ils ont développé en vertical. Et c'est fait qu'il y a même il y a même un bâtiment à Osaka, où t'as justement deux tours, et au-dessus t'as une sorte d'anneau qui est relié, et en fait l'architecte il explique que c'est ça, c'est justement il se dit bon, si on veut vivre en verticalité, dans de l'immeuble, un peu dans le futur, il faut aussi qu'on puisse se déplacer ailleurs qu'au rez-de-chaussée. Donc il a créé une passerelle à un niveau, il a créé des escalators qui se croisent en plein ciel, et un anneau au-dessus, et ce qui fait que ça fait différents points de contact, différents points d'échange entre des immeubles à différents étages. Donc c'est un peu stylé, voilà. Au Japon, on a appris à vivre en vertical. On leur a amené les villes, ils ont dit on va aller plus loin, faire la ville absolue, quoi. Là, on passe un peu dans les points rapides. Le point 17, il y a des distributeurs partout. Dans les lieux stylés, dans les lieux pas stylés, dans les lieux historiques.
Il y a des distributeurs partout. Et puis des fois dans les restaurants, tu as des mini distributeurs de thé, donc tu peux boire du thé en illimité un peu partout. Voilà. Point 18, les tatamis. Les tatamis, c'est un, confortable, et deux, bah, quand ils sont neufs, comme j'ai pu avoir dans des ryokan, ça sent bon. Donc, hyper bien. 19, le merch. Les Japonais font du merch d'absolument tout. Quand je dis tout, c'est pop culture. Ça, on le sait, on est arrivé chez nous. Tu peux acheter plein de trucs en rapport avec la pop culture. En rapport avec les lieux. Chaque lieu a un peu sa mascotte. Tu peux acheter des trucs avec les mascottes, des motifs, enfin de tout. Vraiment, je ne peux pas faire la liste, hein. Tu peux avoir des bonbons, des jouets, des textiles, de tout. Et le merch ésotérique. Tu vas dans les sanctuaires, tu as du merch du sanctuaire, tu as des petites statuettes, tu as des talismans de valeur variable. J'ai vu des talismans à plus de 70 balles, parce qu'ils te portaient plus chance que celui à 7 euros. Tu visites des temples, il y a des boutiques de merch à côté. Et 20, un des points les plus importants que j'ai mis à la fin, j'espère que tu es encore là parce que il se passe quelque chose. Le Japon, c'est le pays des jobs inutiles. Il y a des gens, ils ont des travails, on ne sait pas pourquoi ils ont le travail. Après, point positif, ça limite le chômage. Ça permet aux gens d'avoir une activité, ça permet aux gens aussi qui travaillent d'avoir du temps, parce qu'ils sont généralement trop nombreux pour, euh, pour, euh, pour le taf qu'il y a à faire, donc ils ont le temps d'être polis, d'être agréables, de pas être trop stressés. J'ai vu, comme exemple, des gardiens de parking automatique. C'est-à-dire qu'il y avait un portique, tu sais, il s'ouvre, il se ferme, genre tout seul, quand tu mets un billet dedans, et il y avait des mecs régulièrement qui étaient sur une petite chaise assis devant. Voilà. Sans doute qui remplace l'interphone. S'il y a un problème, t'appuies pas sur l'interphone, tu fais coucou au monsieur qui est sur sa chaise, c'est la première fois de la journée qu'il se lève et il est là. J'ai vu bah, les casques blancs. Globalement, dès qu'il y a un chantier, dès qu'il y a un peu de travaux, quoi que ce soit, il y a des mecs avec un casque blanc, généralement un bâton orange lumineux, qui sont là. Et ils regardent, et ils font la circulation. J'en ai vu un, il ouvrait la voie à un mec avec une brouette. C'est-à-dire qu'il y avait trois mecs qui étaient en train de rempoter des fleurs dans une sorte de vasque euh, à, à Shinjuku. Ils avaient des barrières autour pour être sûr que les gens viennent pas s'écrouler dans la vasque, j'imagine, qu'ils étaient en train de changer les fleurs. Il y en avait un qui portait de quoi arroser. Il y en avait un qui gérait la brouette. Et il y avait un mec qui était là pour les surveiller. Quand la brouette se déplaçait, bah, le mec avec le casque blanc et le bâton orange, il l'avançait devant pour être sûr que, je sais pas, que les gens ils tombent pas dans la brouette. Et il y a plein de jobs comme ça. J'ai vu une entrée de parking a été gardée par 4 personnes qui faisaient la circulation pour permettre soit aux piétons de passer, soit aux voitures de passer. Mais ils étaient 4, hein, et il y avait qu'une seule entrée de parking. Donc pas mal de jobs moyen ouf au Japon. Et par contre, des fois, c'est handicapant. Genre à Haneda, l'aéroport, tu vois, j'arrive au Japon, je suis en mode, je suis trop content. Première fois que j'arrive là, j'ai voyagé de fou, j'ai dû contourner bah, les pays qui sont en conflit en ce moment. Donc grand voyage par le sud, ça a pris un moment. Et il y a genre 6 personnes qui font la circulation pour t'indiquer la direction des douanes. Bah, des fois, ils sont sous les panneaux qui t'indiquent la direction des douanes, mais bon, ils sont là, ils sont polis, ils sont gentils, et puis c'est ton premier contact avec le Japon, donc t'es content. Sauf que du coup, t'as croisé 6 personnes qui t'orientent vers les douanes, et aux douanes, bah, il y a 42 portiques disponibles, et il y en a 3 d'ouverts, quoi. Alors, ils suivent bien le process, hein, mais globalement, ça va lentement, quoi. Alors qu'ils avaient 2 fois l'effectif qu'il fallait, mais sauf que les autres, ils indiquaient le chemin, donc c'est pas hyper pratique. Mais bon, je vais pas en dire plus, en tout cas, c'était un voyage de fou, je vous invite de fou à visiter ça. Bref, tu en sais désormais un peu plus sur le Japon, sur ce qui m'a surpris au Japon, sur ce qui te surprendra sans doute, parce que même si tu vas, même si tu te souviens que je t'en ai parlé, bah ça reste un monde de fou, donc ça vaut le coup si jamais t'as l'occasion d'y aller. Mais surtout, n'hésite pas, si tu es encore là après cette vidéo qui doit être beaucoup plus longue que celle que je fais d'habitude, à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire un peu vivre la chaîne, à faire grandir la chaîne, parce que pourquoi pas un jour on est 200. Tu vois, dinguerie. Un jour peut-être on est 200. Cela dit, merci à toi pour son tour. Cela dit, merci à toi pour ton soutien.
À bientôt, salut!